Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Voilà. Nous sommes ici en public dans les locaux de Alcatel-Lucent Enterprise qui a l'immense générosité de nous accueillir pour ce nouveau numéro. Et voilà, c'est votre émission pour comprendre le numérique responsable, bon pour l'humain, pour l'économie et la planète. Cette série est composée de 3 épisodes, le Wi-Fi 7, la segmentation LAN et le futur de nos réseaux. Nous partagerons les enjeux d'accessibilité, de sécurité, de souveraineté, de performance et bien évidemment de sobriété numérique. J'espère que vous êtes bien installés et voilà, c'est parti! Le LAN, premier réseau de votre entreprise, est particulièrement exposé pour la cyberdéfense de votre IT. Je vous propose de découvrir comment protéger votre LAN par la macro-segmentation et bien évidemment les solutions NAC associées. Pour bien comprendre cette solution technologique, nous allons explorer avec mes invités cette technologie, partagerons quelques conseils pour réaliser une segmentation réussie et bien évidemment pour comprendre l'intérêt des solutions NAC. On va en discuter avec les 2 invités passionnés et passionnants, ça on l'a déjà fait, avec Michel Blanchard, consultant spécialiste réseau TIPCO. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Voilà. Et Patrick Ourtoul, spécialiste réseau chez Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Voilà. Cette web émission s'articulera autour de 3 grandes questions. La première, c'est comprendre qu'est-ce que la segmentation. La deuxième, pourquoi segmenter, quels sont ses enjeux et les solutions disponibles. Et nous terminerons, bien entendu, comme à chaque fois, avec les bons conseils de nos experts pour une segmentation et des solutions réussies. Vous pouvez bien évidemment à tout moment poser vos questions dans le fil de conversation qui se trouve en dessous, le LinkedIn Live. Et voilà, on est parti. Alors, messieurs, segmentation, Kesako, on en entend parler. C'est pas mal ça, c'est local. Michel. Alors la segmentation réseau, c'est une mesure de sécurité pour limiter la propagation d'une cyberattaque. C'est une recommandation de l'ANSSI. Donc ça veut dire concrètement, on découpe, c'est ça? Alors concrètement, déjà l'attaque classique contre laquelle on veut se protéger, c'est j'ai un poste utilisateur qui se fait infester par un virus parce que l'utilisateur a fait des choses qu'on ne lui a dit de pas faire mais qu'il fait quand même, ouvrir une pièce attachée, etc. Le virus, ça arrive. Le virus se propage sur les serveurs et après, typiquement, on peut avoir une attaque, une cyberattaque, typiquement ransomware, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de mettre les serveurs et les PC sur des réseaux différents, en l'occurrence des VLAN, et de faire transiter les flux des PC vers les serveurs par un système qui va inspecter les flux et qui va détecter et bloquer l'attaque. D'accord, donc isole, c'est un système où on va isoler une partie qui potentiellement pourrait être infectée, c'est ça? Voilà, on va segmenter en fonction des zones de confiance, enfin des types d'équipements, et on va faire transiter les flux par un point central qui va permettre de protéger, d'inspecter ces flux. Et voilà. Donc typiquement, le découpage en sous-réseau, ce sont les VLAN qu'on connaît très bien, qui existent depuis longtemps, qui étaient utilisés à l'origine pour limiter les domaines de broadcast, pour disposer de plus d'adresses IP. Et puis cette technologie, on l'utilise pour segmenter son réseau et avoir des réseaux virtuels, un VLAN dans réseau virtuel. Et puis on fait converger tous ces flux, enfin les flux inter-VLAN, on les fait router par un firewall. Et on utilise un module qui s'appelle IPS sur le firewall, Inspection Prevention System.
et qui va, suivant une base de données de signatures d'attaque, eh bien, il va détecter et bloquer l'attaque. Donc ça a une finalité purement cyberdéfense? Et donc c'est vraiment une mesure de sécurité. D'accord. Oui. Donc tu disais, plutôt préconisé par l'ANSSI. Ça fait vraiment partie de l'état de l'art. D'accord, de l'état de l'art de la protection de sécurité le recommandent. Enfin, c'est vraiment une mesure qui est... Globalement, c'est le premier socle pour une entreprise. Je suis DSI. Globalement, si je dois entreprendre une cyberdéfense, je commence par ça ou c'est déjà dans une couche... Non, c'est une mesure qui est aujourd'hui vraiment... qui devient incontournable. Enfin, c'est vraiment... qui est plutôt développé. C'est développé, c'est en cours de développement puisque tout le monde n'est pas encore segmenté. Mais c'est quelque chose où, justement, étant donné que quand on a un audit de sécurité, l'auditeur, il vous demande, il vous pose la question si c'est segmenté ou pas, et si c'est pas segmenté, il vous dit c'est une mesure à prendre rapidement. D'accord. Mais sachant que voilà, il y a d'autres mesures de sécurité qui ont déjà été prises. Typiquement, avoir un firewall pour protéger Internet. C'est une mesure qu'il faut mettre en place. On va y revenir justement. Alors, du coup, on parlait firewall, on parle un peu technique. Patrick, est-ce qu'ALE est-il ouvert à ce type de segmentation? Comment vous intervenez par rapport à ça, vous? Alors, de toute façon, on est complètement ouvert et interopérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut faire ce que moi j'appelle la macro-segmentation, donc à différents plans. Donc là, on utilise la technologie de VLAN pour segmenter ces éléments-là. Et aujourd'hui, on est ouvert avec les principaux acteurs du marché. Ça peut être du Palo Alto, du Fortinet, ou même, on parlait de souverain, du Storm Shield, par exemple. On a fait les derniers tests avec eux, voilà, on est compatible avec ces constructeurs. Globalement, on commence aussi à travailler aussi avec des analyses de comportement de flux, d'IoT, ce qu'ils appellent ça des EDR. On commence à travailler avec Silera, qui est une entreprise spécialisée dans les hôpitaux, dans les systèmes de domotique. La différence avec le firewall, c'est que d'autres systèmes, c'est qu'on ne peut pas, les IoT ont des OS particuliers et on ne peut pas mettre un agent dessus, donc on va effectivement regarder les flux et voir s'il y a une attaque possible ou pas. D'accord. Donc on va dire que c'est une sorte de firewall spécialisé pour les IoT. D'accord. Alors on a compris qu'il y avait les firewalls, il y a la segmentation. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour protéger nos entreprises? Alors oui, on peut aller plus loin, je pense en tout cas, en tant que constructeur. Souvent on a parlé de firewall tout à l'heure, pour faire la macro-segmentation. Souvent quand on pense à firewall, on pense tout de suite à la zone dématérialisée pour l'accès à Internet. C'est la première chose qui nous vient en tête. Et donc avant, ce qui se passait, c'est qu'on disait oula, les méchants sont à l'extérieur de l'entreprise et les gentils sont dans l'entreprise. Et c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et du coup, on parle beaucoup du point de vue marketing, du Zero Trust Network Access. Donc il n'y a plus on ne fait confiance à plus personne, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise. Donc on arrive sur des notions on peut proposer, nous, ce qu'on appelle du Network Access Control. D'accord. Donc c'est-à-dire ne plus faire confiance des gens, c'est automatiser l'authentification des usagers et des équipements IP. Ensuite, c'est de leur créer un profil de réseau. Et donc, on va dire, voilà, telle personne, c'est un profil d'utilisateur lambda qui a le droit d'accéder à tel serveur, tel serveur, tel serveur. Et il sera dans un VLAN déterminé, qui sera aussi dans un VLAN déterminé dans une macro-segmentation particulière. L'avantage de faire ça, c'est qu'au sein d'un même VLAN de macro-segmentation, si on voyait la segmentation comme ça et comme ça, par exemple, eh ben on va dire que le dernier, on va mettre l'ensemble des IoT, on va créer des segmentations, de plusieurs types de segmentation dans un même VLAN. C'est pour ça qu'on parle de micro-segmentation et de macro-segmentation. Donc on isole on est capable plus d'isoler, c'est ça, effectivement, les utilisateurs ou les devices ou même les IoT, parce qu'on nous on va les... Donc là c'est d'autres mécanismes d'identification, les utilisateurs, les PC on va faire du 802.1x, du Radius après, etc. Mais pour les IoT, on va utiliser des signatures. On est capable de s'interfacer avec une base de données de 30 millions d'adresses, de signatures d'IoT, de les identifier et du coup, on va ce qu'on appelle classifier, c'est-à-dire est-ce qu'on va alors ou pas accéder à un profil d'usager
réseau avec une sécurité particulière. Et à partir de ce moment-là, oui, effectivement, on va sécuriser de manière granulaire dans chaque segment de macro-segmentation et apporter en fait une sécurité encore plus fine entre chaque élément. Dans les IoT, par exemple, on pourrait dire que toutes les caméras, par exemple, peuvent communiquer qu'avec un seul serveur, qui est souvent le système de management system, donc le VMS. Ouais. Un autre IoT qui est dans le même segment, par exemple, il pourra communiquer avec un autre type de serveur qui sera le sien. Par exemple, si c'est un détecteur de fumée, il va avoir un serveur de détection. Et ben, on va pouvoir dire que ces deux-là, ils vont accéder à un serveur particulier. D'accord. Donc oui, effectivement. Ils ne cohabiteront pas de manière autonome, ils seront tout à fait autonomes. Effectivement. Mais en plus, on va savoir que ce n'est pas l'ensemble des flux qui vont vers le serveur, c'est tel élément vers tel IoT vers tel serveur. Tu parles de traçabilité, c'est ça? On est plus précis avec ces solutions, on sera plus précis, même dans la segmentation, on est plus précis dans la traçabilité pour remonter, c'est ça? Alors oui, il y a plusieurs aspects là-dessus dans ce que tu dis. Il y a effectivement, on sera de façon plus précis, puisqu'on sait que tel IoT a le droit que vers un serveur donné. Et après, il faut savoir que quand on travaille avec le firewall, en fait, on travaille dans les deux sens. C'est-à-dire que si le firewall nous demande d'isoler, de mettre dans un VLAN de remédiation un équipement pour l'isoler, nous, on est capable de prendre en compte cette demande et de l'isoler à travers notre système de management. D'accord. Donc effectivement, on a une solution de bout en bout. Donc tout ça bouscule quand même nos organisations. Enfin, les organisations, je me mets à la place d'un RSSI ou d'un DSI. Ça veut dire qu'il faut des nouvelles compétences. C'est toute cette nouvelle technologie, que je pense au NAC ou à la segmentation, est-ce que ça impacte ou pas les équipes dans les montées en compétences? Alors ça impacte le fait que, pardon, il faut avoir les compétences pour mettre en œuvre, mais c'est surtout que comme on augmente le niveau de sécurité d'accès au réseau, ça complique l'exploitation. C'est-à-dire typiquement, si un VIP veut se connecter et qu'il n'a pas le bon droit, ça peut poser problème et il faut que l'équipe d'exploitation qui soit réactive pour régler le problème. Donc ça augmente l'exploitabilité du réseau. Donc après, externalisé ou pas, mais en tous les cas, oui, ça augmente la compétence nécessaire. Oui. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a des accompagnements qui sont faits par les acteurs du marché, ou c'est l'externalisation, c'est ça? Comment... Après, c'est au choix on peut s'adresser à TIPCO. Ok, justement, vous pouvez poser bien évidemment toutes vos questions à nos experts dans le fil de discussion qui apparaît sous votre écran. Alors messieurs, on a parlé là de compréhension de segmentation, le NAC, on a vu l'impact pour les équipes. On parle budget. Globalement, ça coûte combien? C'est quoi les variables d'ajustement pour la construction du modèle économique pour une segmentation par exemple? Quels sont les éléments qui vont me permettre de donner une idée du chiffrage? Alors, déjà en termes de modèle économique, on ne peut pas raisonner, enfin je veux dire, c'est une mesure de sécurité, ça a un coût. Ça a un coût. Forcément. Voilà. Quand on se lance de toute façon, il faut... Mais alors d'ailleurs, ça a un coût, mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire ou pas? Il y a des structures qui doivent le faire? Est-ce que c'est obligatoire? Typiquement, pour obtenir une habilitation ISO 27001, des choses comme ça, ça fait partie C'est obligatoire? Oui, ça fait partie des choses qui doivent être faites. Oui. Ok, donc c'est un investissement, on va parler plus que d'un coup. Ouais. Donc pardon, revenons sur le modèle économique, Michel. Alors, le modèle économique, je ne parlerai pas de modèle économique, mais effectivement, on nous sollicite pour mettre en place ce genre de mesures, de solutions. Et en fait, il y a tellement de variables qu'on est obligé de passer par une étude pour vraiment faire le chiffrage matériel et le chiffrage de prestations qui va avec. D'accord. L'étude, elle repose sur quoi? C'est quoi les paramètres? Alors, voilà, c'est-à-dire que on pourrait penser au départ que c'est juste de créer des VLAN sur un commutateur et puis d'activer le module IPS sur le switch et puis c'est terminé. En fait, il s'avère que ce sont des projets beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Alors déjà, il y a l'aspect chiffrage du matériel. Ouais. Donc ce qu'il faut voir, c'est que tous les flux transitant vers le firewall, il y a goulet d'étranglement par la capacité du firewall lui-même et par la bande passante entre le firewall et le cœur de réseau.
Donc il faut estimer le volume de flux qu'il va y avoir et bien dimensionner ce cœur de réseau et ce firewall. Il y a identifier tous les switches qui ne sont pas manageables, qui peuvent traîner dans les différents bureaux ou ailleurs. Donc bien les identifier pour vraiment déjà faire la réponse en termes de budget matériel. Donc souvent ça passe par une étude, une analyse de l'existant pour pouvoir répondre au coût matériel. Et puis après, il y a la prestation elle-même. Ce qu'il faut voir, c'est que l'impact, c'est qu'il faut changer toutes les adresses IP de tous les équipements connectés sur le réseau. Mais ça veut dire que on change le plan d'adressage IP. Ça veut dire que ça a un impact sur le ou les opérateurs WAN en termes de plan de routage IP, puisqu'on crée des adresses IP entre les sites, donc il faut que l'opérateur sache router vers le bon site en fonction de la nouvelle adresse qui est déclarée. Il peut y avoir un impact aussi sur le changement même de l'adresse IP du routage, de l'adresse IP du routeur WAN sur le LAN. Il peut y avoir aussi le fait de devoir changer toutes les adresses IP des serveurs. Donc ça, c'est lourd de conséquences parce qu'il faut les identifier, il faut voir, il faut arrêter, redémarrer. Si on peut l'éviter, d'ailleurs on l'évite. Mais donc ça veut dire que si on doit faire cette opération, identifier toute l'opération qui consiste à tout démarrer, éteindre, redémarrer les serveurs, et avec tous les risques que cela comporte, eh bien, ça demande aussi une petite étude pour définir, voilà. Et puis après, il faut tous les équipements, enfin tous les terminaux, PC, imprimantes, etc. Il faut, au moment où on change le port du VLAN, il faut savoir quel équipement est connecté sur quel port. Donc ça veut dire qu'il faut faire le recensement pour savoir où ça se trouve. Et puis quand c'est du DHCP, c'est bon, l'équipement il reprend son adresse IP et puis il n'y a pas trop de contraintes. Si c'est une adresse IP fixe, il faut aller changer l'adresse IP du poste, enfin de l'équipement. Donc ça veut dire qu'il faut en plus repérer physiquement où il se trouve, dans quel bureau, avoir la bonne procédure pour changer l'adresse IP, avoir les bons droits. Et donc, comment ? Quand je t'écoute, avec toutes ces étapes, c'est un énorme chantier quand même. C'est un énorme chantier. C'est pas rien, quoi. Alors c'est à la fois un énorme chantier, ça peut être un énorme chantier, et pour déterminer la quantité de prestations qu'il faudra si on nous confie l'intégralité du projet, eh bien encore une fois on est obligé de passer par une étude avant, parce que sinon on est en aveugle pour pouvoir répondre et du coup, si je prends une entreprise, en moyenne ça dure combien de temps une segmentation je sais pas, on prend une entreprise de peut-être 500 postes par exemple, si on part sur... en moyenne c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois, 2 ans? Tu as le droit de te tromper à plusieurs 2 ans. Ça me laisse de la marge. Alors après, on peut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'on peut aussi livrer aux clients les procédures pour migrer les postes petit à petit. Après, ils le font dans le temps. D'accord. On ne fait pas forcément... Donc il n'y a pas de coupure Alors si, il y a des coupures de service à prévoir aussi. Ça fait partie aussi du projet, c'est qu'il y a forcément des coupures de service, donc il faut bien identifier et les planifier. D'accord. Côté NAC, Patrick? Oui. Tout à fait, Nax, ça se passe bien, ça marche bien. J'imagine que ça se passe bien. En termes d'investissement, on part sur... est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on peut aider? J'imagine. Est-ce qu'on peut donner des chiffres? Ah oui. Alors, le provocateur, c'est 0. Allez, ok. Bon, donc voilà. Bon, alors, donc, enfin... Pourquoi? Je vais quand même expliquer. En fait, à partir du moment que vous prenez nos switches et nos points d'accès, en fait, c'est incorporé directement dans nos équipements. Donc, depuis notre système de management, donc unifié, qui peut être soit en cloud, soit chez vous d'ailleurs, vous allez pouvoir gérer toute la partie authentification. Donc, effectivement, il y a des serveurs intégrés, mais on peut aussi s'adosser sur vos propres serveurs d'authentification. Et puis, on va créer donc ces profils d'usagers. Donc, aujourd'hui, on n'a ni licence supplémentaire à mettre en œuvre et ni hardware. Et aujourd'hui, c'est un différenciant par rapport aux autres constructeurs. Et ça, on le pousse énormément parce que c'est quand même assez important. Et la tendance, on sent que c'est le NAC pour tes clients, tu vois qu'il y a une demande qui est croissante. Enfin, comment ça réagit? Est-ce que les gens le savent? Alors, je dirais que ça commence à le savoir. C'est malheureux parce qu'en fait, effectivement,
Même la macro-segmentation, hein, comme tu dis, c'est pas, moi à ma connaissance, c'est pas quelque chose de très connu, c'est ça? C'est connu, mais très usuel et c'est sur tout l'ensemble du site, etc. Enfin, Pourquoi c'est si méconnu Alors, parce qu'en fait, il y a tout simplement une partie d'installation, on en a parlé, hein, une partie comme installée, il faut passer un peu de temps, il faut quand même réfléchir sur les conséquences. Sur le NAC, donc là, la macro-segmentation, c'est quand même à mettre en œuvre, c'est quand même assez conséquent. Je ne dirais pas que le NAC, ça se fait les doigts dans le nez, en 2-2, mais il y a quand même du travail en amont à faire. On va dire, quel serveur va utiliser, etc. Je vais identifier mes types de profils d'usagers, mes types de profils d'IoT. Ceux-là, ils ont le droit d'accéder au serveur. Tout ça, il va falloir faire un organigramme un peu et expliquer ce qu'on veut faire. Et après, il va falloir l'implémenter. Donc, cette partie-là, entre guillemets, donc, comme je disais, l'utilisation est gratuite, mais après, il y a quand même à installer et réfléchir sur l'utilisation. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, parce que maintenant, c'est plus tellement du tout le cas, la sécurité, à l'époque, on va dire, il y a 2-3 ans ou encore 4 ans, n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Et maintenant, les gens, effectivement, reviennent sur ces notions-là. On regarde, d'accord. La raison, elle est là. Merci, messieurs. Dernière question avant de terminer cet épisode autour de la segmentation réseau. On va faire simple. Michel, tu nous as donné quelques clés de compréhension, mais pour faire simple, comment on fait pour mettre en place une segmentation? C'est quoi les 3 grandes étapes qu'on pourrait donner comme conseil à nos internautes? En fait, je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu à la question. Voilà, toutes les étapes, je les ai décrites, elles sont identifiées. Ça passe effectivement, généralement, quand on accompagne les entreprises, on fait une étude préalable pour à la fois donc, définir le budget matériel, mesurer la conséquence et le temps qu'il faudra pour le faire. Et puis, le dernier élément dans cette étude, c'est qu'on essaie de minimiser les coupures de service. Et donc, à partir de là, on identifie toutes les tâches et je dirais la stratégie de migration pour minimiser les coupures, mais il en reste et les identifier. Voilà. Donc il y a l'étude de la migration qui vient en complément de l'étude. Voilà. Patrick, tu as le mot de la fin? Ah bon? C'était quoi le sujet déjà? On parlait de NAC, segmentation. Est-ce que par rapport à toi, en termes de déploiement du NAC, est-ce que tu as quelques conseils à partager à nos internautes? Aujourd'hui, je dirais qu'autant en profiter avec toutes les problématiques de cybersécurité que l'on a. On a des documents qui expliquent comment la mettre en œuvre et je pense que ça peut être intéressant de la mettre en œuvre en avance de phase et déjà de réfléchir sur ses propres besoins. Donc ça demande un petit travail adéquat en amont. Et après, effectivement, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est d'automatiser les opérations réseau. Automatiser dans le sens automatiser l'authentification des utilisateurs et de ses droits. Donc l'idée, c'est que quand c'est mis en œuvre, ça soit le plus simple d'utilisation. Donc s'il y a par exemple des VIP, on pourrait mettre les VIP ont droit à beaucoup plus de fonctionnalités que les autres, par exemple. Comme le médecin a plus de fonctionnalités qu'une infirmière ou des choses comme ça. Par rapport au profil. Merci. Merci messieurs, merci pour cet éclairage sur toutes ces technologies et cette segmentation micro, macro et les solutions NAC. J'espère que vous avez apprécié ce temps pour découvrir la segmentation des réseaux. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute pour cette web émission. Et voilà, comme vous savez, c'est une émission qui est numérique responsable, donc éphémère, qui sera sur les réseaux pendant 2 mois et basculera ensuite en podcast. Je tiens à remercier tout particulièrement la technique d'ALE, Pauline et Carole, qui nous assistent dans la prise de vue et Christophe pour le son. Merci à Alice pour le montage. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode autour du futur des réseaux. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.